Aujourd'hui, tout le monde vend quelque chose. Une idée, un projet, une image. Et que tu le veuilles ou non, tout ça c'est du marketing. Le problème, c'est qu'on est dans un monde saturé de messages, de publicité, et donc il est difficile de convaincre, de se différencier des autres, ou simplement de trouver sa place. D'où vient le problème ? Beaucoup de gens pensent encore que le marketing, c'est manipuler les gens pour forcer la main à acheter quelque chose. Le résultat, c'est qu'ils passent à côté de ce qui fait réellement la différence. Et pour ça, Seth Godin a trouvé la solution. Le marketing, ce n'est plus manipuler les gens, c'est l'art de comprendre profondément les gens pour mieux les servir. Et quand tu comprends ça, tout change. Ta manière de communiquer, de travailler et même de voir le monde. Alors, dans cet épisode, je te résume les 5 principes clés qui peuvent transformer ta vision du business, des autres et de toi-même. Et reste bien jusqu'à la fin, comme toujours, car je te donne un plan d'action concret pour appliquer dès aujourd'hui. Allez, on résume ensemble le livre « C'est ça le marketing » écrit par Seth Godin. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Alors cette semaine, on va changer un petit peu de registre. Mais bon, on va rester quand même dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on parle de marketing. Alors, on a parlé la semaine dernière du fait que l'on doit s'orienter vers la voie rapide, créer sa propre entreprise pour avoir plus de chances d'atteindre la liberté financière et la liberté de temps. Cependant, il y a un axe important à prendre en compte pour réussir et dont on n'a pas parlé pour le moment. Donc aujourd'hui et maintenant, on parle dans ce podcast du marketing, de la façon dont tu vas mettre en avant ton contenu, tes produits et tes services. Car oui, si personne ne voit nos produits, on ne peut pas vendre. Alors le livre d'aujourd'hui, c'est ça le marketing de l'auteur Seth Godin, est sorti en 2018. Par cet auteur qui est très très connu dans ce domaine, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a bien écrit plusieurs autres livres, une vingtaine de best-sellers, et essentiellement sur le marketing, ce qui est énorme. Et Seth Godin, il est né en 1960 aux États-Unis. Aujourd'hui, il doit avoir 65 ans. C'est un expert sur ce domaine, c'est l'un des penseurs les plus influents du marketing moderne. Il est auteur donc de plus de 20 best-sellers internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le souligner quand même parce que c'est énorme. Il est entrepreneur, conférencier et ancien dirigeant de chez Yahoo, cette société internationale que vous connaissez peut-être. Il est surtout connu pour avoir révolutionné la manière dont le marketing est perçu, non plus comme un simple outil de vente, mais comme un acte d'empathie, de connexion et de changement culturel. Il montre surtout que le marketing est partout aujourd'hui. Les idées de Seth Godin dans ses autres livres, par exemple Permission Marketing, Tribu ou encore Remarkable Products, que nous verrons sûrement plus tard sur le podcast, eh bien, ces livres, ils ont façonné la nouvelle génération d'entrepreneurs et de créateurs. Et donc, on va essayer de s'en inspirer ici dans ce podcast, puisque c'est important d'avoir quand même des connaissances en marketing. Et donc, dans ce livre, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que Seth Godin, il brise les mythes traditionnels du marketing. Le marketing n'est pas de la publicité, ni de la manipulation, ni de la course au toujours plus. Pour Seth, le marketing, c'est l'art de comprendre profondément les personnes que l'on souhaite servir, de créer quelque chose qui mérite leur attention, puis de se présenter avec cohérence et générosité devant eux. Le livre montre comment bâtir une véritable transformation pour un public précis, comment créer une histoire qui résonne à tout le monde, et pourquoi le succès réside dans la constance plutôt que dans la viralité. Allez, on rentre dans le détail de ce livre. Et Seth Godin ici commence par une idée simple. On vit dans un monde saturé d'informations. Trop d'informations et donc aujourd'hui, se faire remarquer n'a jamais été aussi difficile. Eh bien oui, quand tu vas sur YouTube par exemple, quand tu vas sur Internet, forcément tu as une pop-up qui s'affiche et tu as de la pub partout.
tu as de la publicité partout, on essaie de la fermer, on essaie de la supprimer et on n'y arrive pas. Eh bien, c'est comme ça aujourd'hui. Il y a de la publicité partout. On connaît bien, par exemple, le fonctionnement des publicités de Coca-Cola à l'époque, ou même toujours d'actualité, hein, qui utilisent les publicités pour attirer un maximum de monde et de personnes possibles. Mais avec Internet, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Chacun de nous avons nos canaux de réseaux sociaux, nos abonnements sur YouTube et d'autres plateformes, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, le marketing de masse ne fonctionne plus autant qu'avant. Aujourd'hui, il est important de cibler, car les gens, moi-même, hein, je regarde ce que j'ai besoin. Je choisis mon contenu. C'est pour ça que sûrement, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, des publicités hein, partout, sur certains sites qui correspondent à ce que tu recherches, et uniquement ça. Par exemple, ça m'est arrivé de penser avec ma femme à acheter, je ne sais plus ce que c'était comme produit, et 2 minutes après, sans l'avoir même cherché sur Internet, j'ai la publicité qui s'affiche. C'est extraordinaire. Mais bon, on va pas dire qu'on est écouté, mais bon, les publicités qui s'affichent s'adaptent aux clients. C'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises, en fait, au lieu d'envoyer des publicités de masse, aujourd'hui, elles vont cibler leurs clients possibles, et seulement eux, pour optimiser leur publicité. On est quand même bombardé de publicités, hein, là je vous le cache pas, et quand il y en a autant de publicités, eh bien on les ignore, on essaie de les fermer, de ne pas les lire, parce qu'on en a marre d'avoir autant de publicités. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de vendre, puisqu'il y a tellement de personnes qui font de la publicité que se différencier c'est compliqué. Alors, ce qui veut dire que le marketing de masse ne fonctionne plus, donc ce n'est plus un combat au toujours plus, à déployer beaucoup plus d'informations pour se remarquer, parce qu'il y a tellement de concurrence qu'il est difficile d'être vu. Pour l'auteur du livre, le marketing c'est un acte de générosité, voir les gens comprendre leurs besoins, puis créer quelque chose qui les transforme. Et les cibler, parce qu'il faut cibler ces personnes pour délivrer nos produits, nos solutions aux personnes qui en ont réellement besoin. Alors je t'explique maintenant les 5 grandes clés que j'ai tirées du livre, avec des exemples concrets bien sûr et un plan d'action final pour toi, pour que tu mettes en pratique tout ce que l'on va voir ici, dans cette théorie. Alors le marketing, c'est quoi ? Le marketing, c'est voir avant d'être vu. Donc si on recherche sur le dictionnaire, le marketing, c'est... quand on recherche le mot marketing dans le dictionnaire, on trouve que c'est surtout lié à vendre ou à acheter quelque chose. Bon, on va remonter un peu dans le temps pour t'expliquer un peu ce qu'est le marketing. Hein. On va remonter un peu dans les années 60, à l'année d'ailleurs où Seth Godin est né, dans les années 60, à l'époque où les marques avaient un super pouvoir. Hein. Ils pouvaient parler plus fort que tout le monde, à la télévision, à la radio, sur les panneaux, dans les journaux. Les entreprises criaient « Achetez ce produit, c'est le meilleur !» Venez chez moi, le produit est meilleur, voilà, il est de meilleure qualité, etc. Et ça marchait. Parce qu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision. Il n'y avait pas 50 journaux. Il y avait des millions de personnes qui écoutaient la radio sans se poser de questions. Alors qu'aujourd'hui, la radio, bien, très peu de gens, enfin en tout cas, pour ma part, je ne l'écoute jamais. Mais les années passent, donc années 70, années 80, 90, et les consommateurs, ils se réveillent. Ils commencent à comparer les produits, ils commencent à les choisir, ils commencent à se méfier des produits de mauvaise qualité ou des publicités un peu douteuses. Et donc, le marketing répond en devenant plus malin. Il s'adapte, il voit que les gens commencent à chercher, donc il se focus beaucoup plus sur la segmentation, sur la persuasion, sur les techniques agressives de vente. Bref, on essaye de vendre à tout le monde, tout le temps. Et c'est là que le système se fissure. Puisqu'on arrive dans les années 2000 et l'arrivée de Internet qui explose tout. Pour la première fois, ce ne sont plus les marques qui parlent en premier, ce sont les gens. Puisque là, avec Internet, arrivent les avis sur les sites, les forums, les blogs. Le consommateur devient plus puissant parce qu'il porte sa voix. Plus puissant que n'importe quel spot télé. Le monde passe du « je parle, tu écoutes » au
c'est le client qui choisit et qui s'informe et qui achète ce qu'il a envie d'acheter. Ce n'est plus imposer un produit, c'est le client qui choisit ce qu'il va acheter. Et ça fait la différence. Et alors, encore un peu plus tard, les réseaux sociaux qui arrivent, 2006, 2010, bref, et encore aujourd'hui, bien sûr. Hein. Et là, tout change. Les entreprises ne peuvent plus se cacher derrière un slogan, parce que si tu racontes n'importe quoi, eh bien, on te voit. Si ton produit n'est pas bon, on te dit que ton produit n'est pas bon. On va te le dire directement. Si tu ne respectes pas ton client, eh bien, ton entreprise ne va pas rester, puisque les avis vont descendre à l'entreprise. Quand on prend 1 étoile ou 0 étoile, 0 étoile, on ne peut pas la mettre, mais les mauvaises notes, c'est toujours mauvais. Par exemple, je pense que toi, quand tu vas, par exemple, manger dans un resto, avant d'y aller, tu vas aller sur Google et regarder combien il y a d'étoiles, les avis, les photos, etc. Et ça va faire la différence du choix du restaurant que tu vas choisir. Et donc, aujourd'hui, tout est saturé. Tout est bruyant, tout est exigeant. Et c'est là que Seth Godin, il arrive avec un message simple, presque révolutionnaire. Et il dit que le marketing n'est plus l'art de manipuler les gens, mais c'est l'art de les servir. Ce n'est plus comment convaincre plus de monde, mais qui je veux vraiment aider et comment je veux changer sa vie. Même un tout petit peu. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le marketing n'est plus une bataille pour l'attention, c'est une mission pour créer quelque chose qui compte vraiment, pour des gens qui comptent vraiment aussi. Et c'est exactement ce que Seth Godin nous enseigne ici, c'est ça le marketing, un marketing plus humain, plus subtil et infiniment plus puissant. Allez, on passe à la première clé donc de ce livre, et c'est les 5 étapes du marketing selon Seth Godin. La première étape, c'est innover, créer quelque chose qui mérite d'être remarqué. L'idée ici, c'est que tu ne peux pas vendre n'importe quoi. Tu dois vendre un produit qui doit être remarquable, qui doit être remarqué, commenté, critiqué et même négativement. Ce n'est pas grave, mais créer quelque chose de différent, qui se démarque des autres. L'important, c'est de faire la différence et de diviser les gens. Ton produit ne doit pas être parfait. Il doit être imparfait, mais critiquable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu es critiqué, forcément, tu vas trouver de l'amélioration dans ton produit. Tu vas chercher à l'améliorer. Et il va se démarquer des autres. Plus on parle de toi, plus ton produit est mis en avant. Mais ton produit doit être intéressant. Il doit être différent, assez spécifique pour intéresser certaines personnes. L'erreur classique que les gens font, c'est qu'ils vont créer un produit pour tout le monde, générique, sans personnalité. Ce que tu dois faire, par contre, toi, c'est te différencier. Par exemple, lancer une application de sport. Une application de sport, il y en a des milliers d'applications. Tu dois te différencier. Par exemple, tu peux créer une application pour les cadres dirigeants qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport, avec des séances de 7 minutes avant d'aller en réunion, par exemple, conçues pour éviter la prise de ventre, parce que c'est vrai que les dirigeants ils commencent à être enrobés légèrement. Et donc ça, c'est une application qui est précise. Voilà, elle n'est pas pour tout le monde, elle est ciblée pour les dirigeants cadres qui n'ont pas le temps et qui ont pris du ventre après 40 ans. Cette application, elle aspirerait donc aux personnes qui ont une vie surchargée, qui sont cadres dirigeants. Un autre exemple que je peux te donner, après ce sont des exemples un peu, pas à rentrer dans les détails, mais tu peux créer par exemple une formation d'investissement. C'est un peu banal parce qu'il y en a beaucoup, elle n'est pas spécifique ta formation. Par contre, tu peux créer une méthode pour les salariés qui ont peur d'investir en bourse, afin de ne plus dépendre de leur retraite et de pouvoir démissionner avant 50 ans et peut-être être libre financièrement. Voilà, c'est un peu plus ciblé aux personnes qui veulent être autonomes et qui veulent être libres financièrement. C'est pas pour n'importe quel investisseur. Il y a un but concret ici, c'est qu'en fait, tu aspires à la liberté, à la sécurité, à sortir du piège du salariat. Puisqu'en fait, tu dis que c'est pour les personnes qui veulent démissionner, donc peut-être que l'investissement sera plus agressif dans cette formation que dans toutes les autres. Un autre exemple aussi, ça va être, pour se différencier, Volkswagen avait créé une voiture ronde.
En 1938, la coccinelle, j'imagine que vous la connaissez toujours. Elle est toujours d'actualité puisqu'ils renouvellent cette forme de véhicule sur cette coccinelle-là. Mais imaginez un monde où toutes les voitures étaient carrées, toutes identiques. Eh bien, Volkswagen sort sa voiture ronde qui a fait un buzz énorme. Imaginez la différence. Voilà, hein. Je t'ai donné ici 3 exemples voilà, 3 exemples de produits qui peuvent se différencier de la norme. Le but ici, donc, c'est de se différencier, innover, trouver quelque chose de différent des autres. L'étape 2, c'est de produire pour quelqu'un, pour un produit qui plaît à certaines personnes, mais que à certaines personnes. Le produit ne doit pas plaire à tout le monde, donc il doit être construit pour un groupe précis qui en a vraiment besoin. On doit comprendre donc que notre public ne correspond pas totalement à ce que l'on propose. L'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on crée un produit, on l'optimise au maximum, on veut le perfectionner pour qu'il soit accepté par tout le monde. Le problème, c'est que ça le rend normal. Comme on l'a vu tout à l'heure, si tu fais des voitures carrées, eh bien c'est normal, alors que si tu fais une ronde, c'est différent. Par exemple, tu proposes un programme fitness. Bon, c'est adapté tu veux le faire adapté à tous les niveaux. Et le problème, c'est que tu vas attirer beaucoup de monde, mais il y a tellement de concurrence qu'on ne va pas venir chez toi. La bonne idée que tu pourrais faire ici, c'est que tu vas faire un programme pour les jeunes mamans qui sont fatiguées, qui n'ont pas le temps et qui veulent se remettre en forme 15 minutes depuis la maison, par exemple. Eh bien, voilà, il y a deux types de personnes qui vont choisir ton produit. Il y a les personnes qui vont s'adapter et les personnes qui vont adopter. Parce que toi, tu vas créer quelque chose de différent. Et les gens, ils vont dire, bon, ben, c'est différent, je suis un peu réticent, je vais pas choisir ton produit, je vais prendre ce qui existe déjà sur le marché, qui est banal. Et Seth Godin, il nous dit qu'il y a 2 types de personnes, ceux qui s'adaptent et ceux qui adoptent. Ceux qui s'adaptent, ce sont les gens qui ajustent leur comportement uniquement quand ils n'ont plus le choix. Ils attendent que tout le monde ait adopté la nouveauté. Ils ne prennent aucun risque. Ils ne veulent pas être les premiers. Ils suivent le mouvement quand la norme a changé. Et donc, ce sont les gens qui s'adaptent. Et en fait, ces gens-là, ils s'adaptent, mais plus tard, quand la culture a déjà basculé. Donc, ils sont en retard. Par exemple, quand le premier smartphone tactile est sorti, l'iPhone, il était révolutionnaire. Mais certaines personnes, ceux qui s'adaptent, ont attendu d'être obligés de passer sur ce smartphone pour changer. Ils se disaient que les téléphones à clapet avaient bien encore de la vie devant eux. On se souvient de ces téléphones à clapet, je ne sais pas si tu l'as connu. Et ils pensaient que c'était mieux. Bon, moi j'avoue qu'ils étaient pas mal parce qu'ils étaient compacts et petits et on les dépliait, c'était pratique. Au moins on rayait pas l'écran, il était fermé. Et donc à côté, on a vu ceux qui s'adaptent. Donc c'est ceux qui arrivent en retard, qui sont forcés de changer parce qu'ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus de téléphone à clapet, donc ils sont obligés de basculer sur les smartphones tactiles. Et ensuite à côté, il y a ceux qui adoptent. Ce sont les personnes qui sont prêtes à essayer, à changer, à tester quelque chose de nouveau avant les autres. Ils aiment les innovations, ils sont curieux, ils prennent aussi des initiatives, c'est vrai. Ils veulent être les premiers à adopter ce qui leur semble meilleur. Ce sont ces personnes que tu dois cibler quand tu vends un produit. Ce sont tes premiers fans, on va dire, tes premiers clients. Ce sont eux qui vont créer la dynamique, qui vont partager ton produit, qui vont influencer les autres à venir acheter chez toi. Ton marketing ne doit pas chercher, donc, à convaincre ceux qui s'adaptent. Parce que ceux qui s'adaptent, ils viendront par défaut. Quand ils n'auront plus le choix, ils viendront chez toi. Tu dois concentrer ton énergie, donc, sur ceux qui adoptent ton petit marché viable. Les personnes sont déjà prêtes, déjà ouvertes, déjà en attente d'une solution comme la tienne, innovante, qui vont changer leur culture. Ce sont eux qui vont déclencher le mouvement, ce sont eux qui vont changer ta culture, ce sont eux qui vont changer la culture, et ce sont eux que tu dois servir en premier. Parce que Seth Godin ici parle du smallest viable market, le plus petit marché viable. Et c'est la base en fait. À qui ton produit va-t-il réellement changer ta vie? Ce sont les gens qui vont adopter ton produit. Donc, focus sur eux.
La troisième étape, c'est créer une histoire autour de ton produit. L'idée ici, c'est que dans le marketing, ce n'est pas le produit qui compte. C'est l'histoire que les gens se racontent à propos de ton produit. L'histoire doit donner un sens, créer une identité à ton produit, apporter de la valeur aux gens et permettre à la personne de se dire « Eh bien, ce produit est fait pour des gens comme moi ». Il doit s'identifier dans ton produit, dans l'histoire que tu racontes. Par exemple, ici, tu vends un café haut de gamme. Bon, tu veux un café différent, tu dis, bon, ben, c'est mon café Arabica Premium torréfié artisanalement. Ben, en fait, c'est une histoire que tout le monde se raconte, ça. Tu vois, c'est assez simple. Par contre, ce que tu pourrais faire comme histoire, si tu veux vendre du bon café, que tu veux le vendre et cibler ton client qui va l'adopter, l'histoire que tu pourrais raconter, c'est le café de ceux qui refusent de commencer leur journée dans le brouillard. Ceux qui veulent se réveiller inspirés, pas juste réveillés. Voilà, c'est la même histoire. En fait, c'est le même café. Il n'y a aucune différence, sauf que l'histoire est différente. Déjà, si tu fais une publicité en ce sens, ben, tu vas te reconnaître dans la personne qui se lève avec le brouillard à moitié endormi, là. Bon, ça m'arrive, hein, je l'avoue. Pas juste réveillé, mais se réveiller inspiré, parce que tu dis que ton café, en fait, il va te réveiller et te donner des idées pour commencer ta journée dans la meilleure humeur possible. Et donc ici, les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une identité liée à ce produit. Ils veulent être inspirés et être en forme le matin. Comme pour l'exemple de Apple, par exemple, avec son histoire concernant les iPhones, hein, où quand ils ont commencé, du coup, en 1980, à lancer le Macintosh avec une publicité légendaire, hein, inspirée en 1984, le monde n'a pas besoin d'obéir, think different. Là déjà, bon, à l'époque, c'était une bonne publicité, une bonne histoire. Hein. Dans les années 2000, encore avec l'iPod, ils ont sorti les 1000 chansons dans ta poche. Hein. Déjà, c'est un slogan qui marque, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir 1000 chansons dans ta poche. On avait en fait un sentiment de liberté de pouvoir mettre des chansons à l'infini dans notre iPod. Puis ensuite est venu l'iPhone. Donc avec l'iPhone aussi, ils ont encore ressorti autre chose. C'était pas simplement un téléphone, c'était un outil pour créer, pour capturer et communiquer autrement. C'était un symbole de simplicité, d'exigence, d'élégance. On était quand même identifié à cet iPhone. Apple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont jamais vendu des fonctionnalités. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu l'idée que tu fais partie d'une communauté de gens qui pensent différemment, qui veulent mieux, qui veulent plus beau, qui veulent simple, élégant, professionnel. Alors pourquoi l'histoire de Apple a fonctionné si bien ? Ici, on est toujours dans les 5 étapes du marketing, on est dans la 3e étape, et on voit un peu comment tu peux raconter une histoire autour de ton produit. Et donc, on voit en ce moment l'histoire de Apple. Mais comment l'histoire d'Apple a fonctionné si bien ? Alors pourquoi l'histoire d'Apple a fonctionné si bien ? Parce qu'elle touche quelque chose de profond en fait. Les gens n'achètent pas simplement un produit, ils achètent une identité. Apple te raconte que tu es quelqu'un qui choisit l'excellence, tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un qui mérite un outil qui te comprend. Et donc quand tu achètes Apple, tu n'achètes pas simplement un objet en fait, tu achètes une version améliorée de toi-même. C'est comme ça en fait qu'ils le vendent. Et c'est tellement puissant. Bon, je ne fais pas de la publicité ici, je suis pas sponsorisé, hein, on va dire, par Apple, mais voilà, je trouve que cette histoire peut être implémentée dans ton produit que tu vas vendre prochainement. Et donc, on a vu qu'on doit créer une bonne histoire, mais maintenant, à l'étape 4, on doit savoir la diffuser, cette histoire. Maintenant que tu as créé ton histoire, ton produit innovant, il faut diffuser ton histoire. Et c'est maintenant que tu commences le marketing, au final. Tu peux faire du marketing visible. C'est la phase où tu fais savoir au monde que ton produit existe. Parce que oui, si ton produit n'est pas visible, eh bien, personne ne va l'acheter. Et Seth Godin ici, il insiste sur le fait que ce n'est pas un travail d'interruption, de pub intrusive, c'est-à-dire d'envoyer des pubs à tout va. C'est un travail de connexion, de permission et d'empathie. Tu vas diffuser ton histoire auprès de ton petit marché viable, ton public qui va adopter ton produit. Tu dois aller chercher ton client là où il se trouve, de manière cohérente avec tes valeurs.
Ton client, il doit correspondre à tes valeurs, à ton produit, à ton identité. Alors, comment diffuser une histoire comme Apple, comme on a vu tout à l'heure, hein? Parce que Apple, lui, ne raconte pas simplement un produit, hein, il va raconter une identité. Alors, voici comment Apple a fonctionné. Apple a commencé par le pourquoi. Tu dois parler de pourquoi ton produit existe. Deuxième étape, tu dois montrer que les personnes qui vont acheter ce produit vont être meilleures grâce à toi. Tu dois montrer que les gens, dès qu'ils auront ce produit, ils sentiront des émotions, une transformation de soi-même, par exemple. Troisième étape, tu vas simplifier au maximum ton message, qu'il soit simple et un message dont tout le monde va se rappeler pendant des années. Quatrième étape, tu dois t'adresser à une petite partie d'une tribu, par exemple, d'une communauté. Tu dois parler à ceux qui se reconnaissent dans ton identité. Et donc, pour conclure, hein, ici, on a vu les 4 étapes. Les 4 étapes pour diffuser ton histoire comme Apple. Donc, le résultat, c'est que tu ne dois pas vendre simplement un objet, tu dois vendre une histoire dans laquelle les gens veulent entrer. Par exemple, si tu vends un produit pour les freelances, les personnes qui sont en freelance, tu ne vas pas faire une campagne sur Facebook, grand public, parce que tu sais que sur Facebook, il n'y a pas forcément les freelances. Les freelances seront plutôt orientés sur LinkedIn. Donc, tu vas t'orienter vers la plateforme LinkedIn pour faire ta publicité. Tu vas poster du contenu dessus pour cibler ton audience. Tu vas apparaître dans des podcasts de freelance. Tu vas aller chercher ton audience, où est-ce qu'elle est. Tu vas collaborer aussi peut-être avec des créateurs de contenu qui parlent de gestion du stress. Ou alors tu vas même publier des mini-cours gratuits, ciblés, d'apprentissage de l'autonomie par exemple, puisque les personnes freelance, ils travaillent tout seuls en général. Donc voilà, quelques exemples pour aller chercher ton audience, où est-ce qu'elle est. Cinquième étape donc du marketing, c'est surtout être présent constamment, sans relâche. L'idée ici, c'est que le marketing n'est pas un coup d'éclat à un moment donné, c'est que tu dois être présent de façon constante, cohérente et fiable. Seth nous dit ici dans ce livre que les gens finissent par te faire confiance quand tu apparais là où ils t'attendent. Comme on l'a vu tout à l'heure dans LinkedIn, si les gens ils te cherchent LinkedIn et que toi tu es sur Facebook, forcément, tu risques pas de trouver tes clients. Mais Seth Godin nous dit aussi que la confiance se construit au rythme de la répétition. Alors ce que ça implique, c'est que tu dois être régulier. Tu dois être régulier dans tes publications, régulier dans ta communication. Tu dois être fiable, tu dois tenir tes promesses, améliorer ton produit en continu et être le même partout de manière cohérente. Tu dois créer une marque reconnue. On doit t'identifier quand on voit ton logo ou la façon dont tu t'exprimes. Voilà la différence. Tu dois être constant. Si tu veux devenir quelqu'un de reconnu, tu vas publier de façon constante une vidéo par semaine, une publication par jour, un post sur Twitter, sur X, avec un style constant, un message clair, cohérent, avec une qualité toujours croissante. C'est la seule vraie stratégie à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a vu la première clé du livre, c'était les 5 étapes du marketing. La première étape, c'était innover. Donc, on doit créer quelque chose de remarquable, dont on va se rappeler. On doit cibler les personnes qui vont adopter ton produit. Chercher les gens où est-ce qu'ils sont. On doit raconter une histoire qui construise du sens, de la valeur, dont les personnes vont s'identifier avec ton histoire. Et ensuite, on doit savoir, l'étape 4, c'était partager l'histoire aux bonnes personnes. Sur LinkedIn plutôt que sur Facebook, sur YouTube plutôt que sur d'autres plateformes, sur X si tes clients sont sur X. Et 5, on doit persévérer, être constant, montrer qu'on est là encore et encore. La deuxième clé de ce livre, c'est qu'on doit choisir notre marché cible. Le produit, donc, il ne doit pas viser tout le monde, mais il doit viser un groupe précis de personnes, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, on connaît tous la cible, par exemple, l'âge de quelqu'un, le lieu où il habite, le sexe, etc. Mais pour Godin, la cible, c'est la psychographie. Ce n'est pas la démographie, ce n'est pas cibler tout le monde. La psychographie, c'est les valeurs, les croyances, les comportements de ton audience. Ce qu'ils pensent, pourquoi ils agissent. On doit trouver le persona de notre cible.
On doit savoir à qui on vend. Par exemple, ici, je te donne 2 exemples d'entreprises. Un exemple démographie, comme l'entreprise Dunkin', je ne sais pas si vous connaissez, c'est une multinationale américaine de la restauration rapide, un peu comme McDo et tout ça, spécialisée plutôt dans la vente de café et de beignets, quoi. Rapide, pas cher, mais le problème, c'est qu'il cible tout le monde. Il cible toute l'Amérique. C'est un peu trop large, c'est démographique. Alors que la psychographie, c'est par exemple Starbucks, qui est plus ciblé. Je pense que tu connais cette grande chaîne de café dans ta ville ou dans... Je pense que dans la ville où tu habites ou la plus proche de chez toi, je pense qu'il y a toujours un Starbucks. Ou s'il n'est pas là, c'est que ça va arriver. Donc je pense que tu en as déjà pris un chez eux, on va dire un petit café. Petit café, bon, ils sont grands. C'est un lieu, en fait, chez Starbucks, où tu peux profiter d'une pause. Étudier, travailler. Et ça, c'est la psychographie. C'est-à-dire que c'est orienté vers le confort, vers l'image de marque. Starbucks, on voit déjà le logo, hein, quand on parle de Starbucks, on s'en rappelle. On a une histoire, une expérience avec un café à la main, avec quelqu'un qui en a discuté. On se rappelle de ce moment précis où on a pris le café chez Starbucks. Starbucks raconte une histoire. On sait qu'on va passer un bon moment, on va boire un bon café chez eux. Alors que si tu vas chez Dunkin', eh bien, tu ne sais pas si tu vas prendre un café, si tu vas prendre un beignet. C'est pas ciblé vers les gens qui prennent un café pour se détendre. Un exemple concret ici, tu vends un programme pour se remettre en forme, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est démographique, tu vises tout le monde, 18 à 60 ans, bon bref. Tu n'as pas de cible précise, alors que si tu travailles en mode psychographique, c'est-à-dire ceux qui veulent reprendre le contrôle de ta vie, tu cibles les personnes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, ceux qui ont honte d'aller à la salle, ceux qui veulent avoir une méthode douce et sans jugement, ou encore ceux qui veulent rester chez eux et faire leur sport depuis chez eux, se remettre en forme à la maison. Ça, c'est précis. Tu construis un message pour eux, pour les personnes qui veulent se remettre en forme et pas pour ceux qui veulent aller à la salle pour se montrer, par exemple. Ça, c'est psychographique, c'est précis. Ce qu'on voit ici, c'est que nos clients, ce sont ceux qui vont vendre le mieux notre produit. Quand quelqu'un adore ton service ou ton produit que tu vends, il va en parler autour de lui. Il va parler avec passion de ton produit dans sa famille, ses amis, au travail, avec ses collègues. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et on va dire que c'est l'arme ultime du marketing et la plus puissante au monde. C'est avec ça que tu vas réussir. Donc, ton histoire doit cibler les gens, doit être psychographique, cibler les personnes qui en ont vraiment besoin pour que ce bouche à oreille fonctionne. Et dans cette partie du livre, de la recherche du marché cible, qui est la clé numéro 2 de ce livre, Seth Godin, il nous parle de 3 notions concrètes. Alors là, c'est un peu technique, hein, mais je vais essayer de te l'expliquer un peu plus facilement pour que tu comprennes. On a le coût d'acquisition. Donc, c'est quoi le coût d'acquisition? C'est ce que coûte le fait de gagner un nouveau client. La publicité, le temps d'effort, la promotion, le temps que tu passes à réaliser la publicité, ça, c'est le coût d'acquisition. Et donc, Seth Godin, il nous parle aussi de la valeur à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur à long terme? C'est ce que le client va rapporter sur la durée. Ce sont les achats répétés, la fidélité, le bouche à oreille, la confiance. Et ça, c'est la valeur à long terme. Seth Godin, ici, il nous montre que les entreprises gagnent lorsqu'elles se concentrent moins sur le coût d'acquisition immédiat et plus sur la valeur durable d'une relation. Autrement dit, il vaut mieux servir profondément un client pour longtemps plutôt que de chasser constamment les nouveaux clients. Par exemple, je me rappelle d'un moment où je suis allé récemment dans un magasin de bricolage et je m'arrête au rayon cuisine. Et je vois une offre irrésistible. Bon, je me dis, c'est bizarre ça. Pour l'achat d'une cuisine, 25% de réduction pour les 25 ans de l'enseigne avec la carte du magasin. Alors 25%, c'est énorme. La cuisine, il me semble qu'elle coûtait vers les 1500 €. Et donc 25% de réduction, pour moi, c'était énorme. Et là, je me suis dit, ils vendent à perte. Est-ce qu'ils margent 25%? Ben, je crois pas. À l'époque, en plus, je retapais un appartement et c'était l'occasion idéale. Donc, j'ai acheté une cuisine chez eux.
Et peut-être que même je reviendrai, parce que pour 25% de réduction pour les 25 ans, j'espère qu'à 30 ans, ils referont une annonce comme ça. Et donc, ils ont vendu pas cher. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ce n'est pas de l'argent. C'est la valeur à long terme. Donner beaucoup plus que ce que tu as pour que le client revienne et soit fidélisé. Je ne sais pas si tu as bien saisi ce que je t'ai expliqué ici, mais je pense que c'est important pour toi de viser cet exemple-là. Seth Godin ici, il nous parle aussi d'un autre terme technique, c'est le plus petit marché viable. Bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'idée de viser le plus petit groupe de personnes pour lequel votre produit peut réellement compter et faire une différence. Plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde, donc il nous recommande de cibler un groupe très précis, répondre parfaitement à ses besoins, créer un produit remarquable pour lui et laisser ce petit marché devenir le moteur naturel de la croissance. Parce que le succès, en fait, il nous dit ici que ça vient du focus. Focus sur un petit marché, sur un petit groupe de personnes. Le meilleur point de départ pour grandir, c'est de cibler un petit groupe de personnes qui te suivent. Tu n'as pas besoin d'1 million de clients. Tu as peut-être besoin de 1000 clients ou de fans absolus. Ou même si tu n'as pas 1000, si tu en as même 40 réguliers et pas 4000, c'est déjà beaucoup. Ces 40 clients, ils te suivent, ils t'aiment, ils aiment parler de ton identité, ils se reconnaissent en toi, ils t'apportent leurs amis, ils t'apportent leur famille et ils te donnent des témoignages, ils deviennent ta preuve sociale que ton produit est de bonne qualité. Et c'est ça qui te donne un business stable. Ce sont tes 40 abonnements fiables et pas les 1000 personnes qui viennent voir par hasard. Allez, on passe maintenant à la 4e clé de ce livre, c'est comment changer la culture avec notre produit. Alors on a vu que le marketing peut changer une culture. L'idée ici, c'est que la culture change quand tu changes les gens, un petit groupe à la fois. Le marketing, c'est un moteur de la transformation. Seth Godin explique ici, dans cette partie, que toute culture change de la même façon, petit groupe après petit groupe. On n'impose jamais un seul changement culturel à une population entière. On commence par un petit noyau, une petite tribu qui ressent déjà le besoin de changement et qui deviendra le point de départ de la transformation de ton entreprise et même de la culture générale. Alors comment tu peux transformer une culture? Alors pour ça, il y a 2 étapes. La première étape, c'est choisis une cible précise. Pas tous les clients potentiels, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la deuxième étape, c'est se consacrer entièrement à ce petit groupe. Tu dois leur parler directement, résoudre leurs problèmes réels, raconter une histoire qui a du sens pour eux. Et c'est ce groupe-là qui deviendra ton moteur de bouche à oreille, ton socle de crédibilité et tes premiers clients. Allez, 5e clé de ce livre, c'est le tunnel, c'est l'entonnoir. Et c'est 3 niveaux. Donc l'idée centrale ici, c'est que Seth Godin nous dit que le funnel n'est pas conçu pour toucher les masses. Il est conçu pour filtrer et identifier. C'est un outil en fait qui va te permettre de cibler tes gens, cibler tes clients, identifier les quelques personnes qui veulent vraiment ce que tu proposes. Donc la majorité des gens que tu cibles ne deviendront jamais tes clients. Et ce n'est pas un problème en fait pour toi, parce que le funnel, il va servir à reconnaître les bonnes personnes, pas à convertir tout le monde. C'est un outil fondamental qu'il faut utiliser dans le marketing. Et si tu sais comment il fonctionne, si tu comprends ce que je vais te dire ici, tu vas déjà éviter le stress lorsque tes visiteurs ne sont pas convertis en clients. Alors on a déjà vu le sujet du tunnel dans l'entrepreneur minimaliste, c'est un autre podcast que je t'invite à écouter ici. D'ailleurs, je vais te mettre le lien dans la description, comme ça tu pourras aller l'écouter si tu le souhaites. C'est un livre de Sahil Lavingya que nous avons déjà abordé sur la chaîne et je t'invite d'ailleurs à l'écouter, à même te procurer le livre car il est très très puissant. Et c'est un lien en plus avec ce podcast-là. Bon, c'est l'entrepreneur minimaliste. Il y a des notions là-bas que tu pourras prendre en compte. Je pense que ça peut être intéressant. Et je t'invite d'ailleurs, si tu es toujours là, à laisser un like pour me soutenir et à t'abonner si tu le souhaites, même à appuyer sur la cloche pour ne pas rater nos prochains épisodes.
Allez, on continue donc dans les 5 clés de ce livre. Donc on est dans la partie funnel, donc dans l'entonnoir, et on va détailler les 3 étapes, les 3 niveaux de l'entonnoir. Il y a l'étape 1, c'est la première couche, c'est le haut du funnel, c'est l'attention. C'est la phase la plus large. En haut de l'entonnoir, c'est plus ouvert, hein. Ici, on expose des personnes à ton message, ton contenu ou ton idée ou ton contenu. Par exemple, ici, tu fais une vidéo YouTube, c'est ouvert à tout le monde, ou TikTok, un post Instagram, une publicité, un article de blog. L'objectif ici, du haut de l'entonnoir, c'est d'être vu, mais surtout, être vu par quelqu'un qui pourrait être dans ton marché. Exemple, 100 000 personnes voient la vidéo. La plupart des gens, de ces 100 000 personnes, ne sont pas dans ton marché. Ce sont des passants, des viewers, des curieux ou des gens qui ne changeront peut-être jamais. Le niveau 2, c'est le milieu du funnel, c'est l'engagement. Et dans cette phase-là, c'est là où les intéressés se distinguent des autres. Les gens qui sont intéressés vont montrer un signe d'attention supplémentaire. Ils vont cliquer sur un lien que tu mets. Ils vont lire plus loin. Ils vont s'abonner, ils vont suivre, ils vont commenter, ils vont liker. Ils vont télécharger un PDF que tu as proposé ou ils vont s'inscrire à une liste d'attente pour une formation. L'objectif ici, dans cette deuxième phase, c'est d'identifier qui a besoin, qui a vraiment envie d'aller plus loin. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a vu 100 000 vues. Bon, et peut-être il y a 10 000 clics sur un lien. Et peut-être il y a 200 inscriptions à ta formation. Ces 200 personnes-là, ces 200 inscriptions, ont montré un engagement actif. Elles ne sont déjà plus dans la foule générale, dans le haut de l'entonnoir, elles sont basculées vers des personnes qui sont ciblées et qui se sont identifiées dans ton marché. Le 3e niveau du funnel, c'est le bas du funnel, c'est la transformation, le passage à l'action. C'est la phase la plus petite, c'est celle qui est en bas du tunnel, mais la plus importante. Ici, il reste les personnes qui prennent une décision. Ils vont acheter, ils vont s'inscrire à une masterclass par exemple. Ils vont rejoindre ton programme ou ils vont devenir clients. Et l'objectif ici de ce bas du tunnel, c'est de servir profondément ce groupe de personnes. 200 inscrits et 5 acheteurs. Ils s'inscrivent à ta formation gratuite, mais derrière, peut-être qu'ils achèteront une formation payante. Ces 5 personnes qui auront acheté sont dans ton vrai marché. Pas les 100 000 personnes du début, mais les 5 acheteurs finaux. Et Seth Godin nous dit ici que le funnel n'est pas un échec. Seth Godin que ce n'est pas un échec si tu perds 99,9% des gens. Ça veut dire que tu dois modifier ton funnel, c'est un indicateur, et peut-être que tes 0,01% restants, ils vont acheter 90% de tes formations. Allez, on passe maintenant à un plan d'action final pour te remettre en tête tout ce qu'on s'est dit ici, parce que c'était assez vaste quand même. On a couvert pas mal de sujets. L'étape 1 du plan d'action. Tu dois d'abord clarifier ton produit, innover, ce qu'on a vu dans la première étape. Qu'est-ce que tu offres? Pose-toi la question. Pourquoi ce produit que tu offres est remarquable? Je t'invite même ici à écrire 3 raisons pour lesquelles ton produit est exceptionnel. L'étape 2, c'est tu dois définir ton psychomarché. Recherche l'audience cible, pas démographique comme on l'a vu tout à l'heure, mais chercher une audience cible. Tu vas noter ici à qui ton produit est destiné et définis un persona, un modèle à qui t'adresser. Tu dois écrire les croyances de ton client, les frustrations, les rêves. Tu dois créer un avatar hyper précis. L'étape 3 pour passer à l'action, c'est créer une histoire autour de ton produit. Tu dois créer quelque chose pour aider quelqu'un à obtenir quelque chose sans frustration, sans stress ou sans autre chose. Par exemple, pour Apple, ils ont créé des ordinateurs pour les personnes créatives qui veulent travailler plus vite et longtemps, sans perdre du temps avec des bugs et des réglages compliqués. C'est ça la vraie histoire que tu dois raconter. Starbucks aussi, ils ont créé leur propre histoire. Ils ont créé des cafés pour les gens qui ont besoin d'un endroit confortable, pour faire une pause, travailler ou discuter sans être chez eux, ni au bureau. Ils ont créé quoi? Des cafés pour qui? Les personnes actives, qui ont besoin d'un endroit confortable, ou faire une pause, sans être coincés chez eux. Ils peuvent sortir chez eux pour travailler ailleurs.
Et ça, c'est une bonne histoire. L'étape 4 du passage à l'action, c'est commence à diffuser petit, mais souvent. Tu vas utiliser des symboles, un langage commun à ce petit groupe que tu as défini. Et tu vas publier constamment, une fois par jour, un mail par semaine, une newsletter par exemple, une offre claire par mois. Tu dois rester constant. Et la 5e étape, tu dois être fidèle à tes clients. Tu dois les appeler par exemple, les surprendre, envoyer des newsletters ou donner plus de compromis. Ou tu dois donner plus que ce que tu promets. Alors ces personnes, elles resteront longtemps dans ton business. 6e étape ici, tu dois optimiser ton funnel, comme on l'a vu avec les 3 couches du funnel. Ne regarde pas simplement les vues sur tes vidéos ou sur tes posts, mais regarde plutôt les clics, les inscriptions, les conversions et les personnes qui restent jusqu'au bout. Alors ce que l'on a vu ici dans ce livre, c'est que le marketing, c'est ça. Dans ce livre écrit en 2018 de Seth Godin, c'est un livre qui est dense, qui est ultra pratique. Je vous invite d'ailleurs à vous le procurer si vous voulez vous lancer dans le marketing et pour vendre d'une manière plus fluide vos produits. Ce livre est parfois un peu haché quand même, mais rempli d'idées qui changent la manière de voir le marketing pour toujours. Si tu veux comprendre comment bâtir une audience, comment créer un produit remarquable et transformer tes clients, moi je t'invite à foncer et à te procurer ce livre. Ici je t'ai donné quelques étapes clés, c'est quelques clés du livre, mais si tu te le procures, tu verras qu'il y a beaucoup plus de détails. Alors ici tu as vu tout ce que tu dois faire pour un marketing qui ait du sens pour tes clients. C'est un livre qui est dense, comme je l'ai dit, mais que l'on a résumé en 5 points et un passage à l'action, mais je pense que tu as déjà l'essentiel pour démarrer. Allez, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.